Merci, Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Le sujet qu'on m'a demandé d'intervenir autour est un sujet d'ordre juridique, de droit international public, autour de les sanctions extraterritoriales et la souveraineté des États tiers. En effet, comme on peut le remarquer, c'est que le sujet essentiel, c'est un sujet qui est relatif à la souveraineté et les atteintes à la souveraineté par certaines mesures. Et comme on le sait, l'État est en réalité l'acteur principal des relations internationales et du droit international public. Qu'est-ce qu'un État? Un État est une organisation, est également une population qui est organisée par un gouvernement, un appareil gouvernemental, mais également par un appareil législatif. Appareil législatif, gouvernemental, autrement dit, le gouvernement qui peut édicter des règlements, le Parlement, en France également, mais ce qui est le plus important dans la définition même d'un État, c'est l'indépendance de cette population et de ses différents appareils, l'appareil gouvernemental et l'appareil législatif ou le législateur, de toute intervention étrangère, extérieure. Autrement dit, les décisions doivent être prises au niveau interne. Cette indépendance est appelée en termes juridiques, est traduite en termes de droit par la notion de la souveraineté. La souveraineté nationale qui est en fait la définition même qui nous permet de bien comprendre la définition même de l'État, avec bien entendu quelques petits, je dirais, bémols, en ce qui concerne les traités internationaux où l'État peut, comme en France par exemple, en vertu des dispositions de la Constitution, quand un accord international peut entrer, si vous voulez, dans l'ordre juridique interne, ou bien encore également s'agissant du droit dérivé, en parlant de là, donc, des différents droits qui découlent des traités européens, en particulier du traité de Rome. Mais en général, une décision prise par un État tiers, autrement dit l'Allemagne, ou bien, je ne sais pas, ou bien l'Égypte, ne peut pas être imposée à la France et aux Français, en vertu du principe de la souveraineté nationale. À cela, également, peut déroger par ce qu'on appelle les principes du droit international, c'est ce qu'on appelle le jus cogens. En vertu du jus cogens, il y a des principes qui sont obligatoires et qui ont été illustrés par la Charte des Nations Unies auxquels on ne peut pas déroger. Porter atteinte à l'indépendance, la souveraineté des États, s'ingérer dans les affaires internes. Donc le principe de non-ingérence est un principe, un jus cogens. Alors, ces principes affirmés, reconnus par le droit international, sont battus en brèche, je dirais, par ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales. Qu'est-ce que les sanctions extraterritoriales? Nous avons, comme l'a indiqué son Excellence M. Boutros-Ghali dans son allocution donc introductive, il y a des sanctions qui sont édictées par la Charte des Nations Unies, notamment l'article 41 de la Charte des Nations Unies, qui permet au Conseil de sécurité de l'Organisation mondiale, dans certains cas précis, de prendre des sanctions à l'encontre d'un État qui, manifestement, a commis un acte illicite. C'est la notion de la commission d'un acte internationalement illicite. Encore que, on le voit très bien, on le sait très bien, que le Conseil de sécurité est malheureusement l'otage de décisions politiques, quand je pense au droit de veto qui est octroyé aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité.
Donc, M. Boutros-Ghali avait bien indiqué également, c'est qu'il était parmi les premiers à demander une réforme du Conseil de sécurité pour sortir de cette hégémonie médiatique et politique, ce qu'il a dit dans son discours politico-médiatique. Bon, bref, il y a ces sanctions, quand même, qui revêtent un caractère, je dirais, légitime, en quelque sorte, encore que il faut que ça soit bien cadré dans un cadre assez bien précis. À côté de cela, il y a ce que j'appellerais une hérésie juridique. Une hérésie juridique en ce qui concerne ces sanctions, ce qu'on appelle les sanctions extraterritoriales. Qu'est-ce que les sanctions extraterritoriales? Ce sont des mesures, des décisions, ce sont des décisions en fait politiques qui sont prises par un État à l'encontre d'autres acteurs privés ou publics, d'autres États, qui n'ont pas sa propre nationalité et qui ne sont pas nécessairement dans ce pays-là, qui ne se trouvent pas dans ce pays-là, ou même qui n'ont pas un intérêt économique ou financier dans le pays qui édicte ces mesures ou qui prend ces décisions qui sont d'ordre politique. Je vais vous donner un exemple pour plus facilement comprendre la notion de cette extraterritorialité de ces sanctions. Les premières sanctions d'ailleurs extraterritoriales ont eu lieu en 1996 s'agissant des sanctions, ce qu'on appelle Helms-Burton contre Cuba, et également c'était D'Amato Kennedy également, qui étaient des sanctions qui étaient contre la Libye et contre d'ailleurs l'Iran. Alors, ces sanctions visent quoi? Elles visent des acteurs commerciaux ou financiers en interdisant à ces gens qui n'ont même pas la nationalité des pays donc, qui édictent la sanction ou qui n'ont pas un établissement qui se trouve dans le pays qui édicte ces sanctions de commercialiser ou d'avoir des relations avec des pays tiers, lesquels ces sanctions sont appliquées. Personnellement, en tant qu'avocat, je me suis affronté à un problème juridique actuellement qui est lié à ces sanctions extraterritoriales, autrement dit, une sorte d'intervention dans les affaires internes, dans l'appareil, je dirais, législatif, mais également en faussant, si vous voulez, cette notion, par exemple, de la séparation des pouvoirs qui existe en France. Avec l'autorisation, bien sûr, donc, de ma cliente ou de mon client, qui est un État contre lequel certaines mesures ont été extraterritoriales, ont été prises, je vais vous exposer brièvement ce cas. Une société, donc une succursale d'une société étrangère, mais cette succursale, comme son nom l'indique, est une société qui est immatriculée en France, qui a donc la personnalité juridique, morale française, se trouve sur le territoire français, qui est signataire d'un contrat synalagmatique avec cet État qui dispose d'une ambassade, donc en fait d'un local ici en France. À l'issue de certaines mesures, de ces sanctions qui ont été prises d'une manière unilatérale, cette succursale, qui est une société française immatriculée ici en France, s'est vue se faire signifier une résiliation unilatérale de son contrat, ses prestations de services, avec cet État quand même, qui a une ambassade qui se trouve sur le territoire français, sous prétexte qu'il y a une force majeure qui est due à une décision extérieure. Eh bien, présentés donc devant les tribunaux, les juges se sont trouvés mal à l'aise parce qu'ils devaient s'affronter à une décision qui est prise en dehors du Parlement, en dehors du droit dérivé européen et qui s'applique en France. C'est une hérésie et je ne suis pas le seul à le dire. Il y a dernièrement une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est la résolution du 20 mars 2013, la résolution 67/107, dans le paragraphe 4, où l'Assemblée générale des Nations Unies appelle fermement
tous les membres à s'opposer à ces sanctions unilatérales, car elle le dit, et c'est le paragraphe 4 de cette résolution, ces sanctions portent atteinte à la souveraineté nationale des États. Et elle interdit même ces États de les appliquer dans leur ordre interne parce que ça fausse l'équilibre de la société internationale. Et en effet, en sortant même du droit, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain marasme au niveau international, au niveau même de l'opinion publique internationale. Et on se dit, mais c'est pas possible, il y a 2 poids et 2 mesures. Aujourd'hui, on applique des sanctions contre l'Iran pour la question du nucléaire, alors qu'on n'est pas sûr à 100% de ce nucléaire en Iran. Comme vous l'avez tout à l'heure également bien précisé, on a eu également un précédent où on ne comprend pas trop ce qu'appelait tout à l'heure M. Boutros-Ghali. Ce n'est plus un nouvel ordre mondial, il s'agit d'un désordre mondial, un désordre international. Quand je pense à la guerre en Irak qui a eu lieu avec, soi-disant pour une guerre préventive, avec des raisons qui se sont avérées complètement fallacieuses. Et le pays a été déstabilisé et tel était l'objectif politique. On ne doit pas utiliser le droit international pour maquiller des situations de fait. Aujourd'hui, comme vous l'avez très bien indiqué et comme Excellence vous l'avez très bien souligné, on veut sanctionner l'Iran parce qu'il s'agit simplement de sanctionner l'Iran. Quel est l'acte manifestement illicite commis par l'Iran qui justifie la prise de ces décisions, de cette interdiction, de ces sanctions contre l'Iran? 2 poids et 2 mesures, je vais citer 2 exemples, si vous le permettez. Premièrement, l'État d'Israël. Aujourd'hui, comme l'a souligné M. Boutros-Ghali, l'État d'Israël a commis plusieurs violations du droit international, des actes qui sont considérés comme des actes manifestement illicites. En citant premièrement, comme il l'a dit, le massacre de la ville de Cana en 1996 lors de l'opération Raisin de la colère. Sans parler des exactions qui sont commises tous les jours contre la population civile en Palestine. Récidive d'Israël en 2006, quand elle a porté atteinte à la souveraineté nationale libanaise, en envahissant le Liban, en intervenant au Liban, soi-disant contre le Hezbollah. Or c'est faux, car ce qui a été bombardé, c'était l'infrastructure des endroits où ne se trouvait pas la milice du Hezbollah. Dernièrement, également, quand on parle du nucléaire, d'ailleurs, comment peut-on interpréter le fait que ces scientifiques iraniens aient disparu d'une manière totalement mystérieuse? Et d'ailleurs, les Américains ont dit, écoutez, ce n'est pas du tout nous, les Israéliens n'ont rien dit. Et en droit, comme on le sait, qui ne dit rien consent. Et c'est un acte qui est quand même considéré comme manifestement internationalement illicite. Mieux encore, récemment, il y a 3 semaines à peine, quand Israël a bombardé la ville de Damas en faisant ce qu'on appelle en commettant une agression au terme du droit international, en envahissant, parce que quand même c'est traverser l'espace en violation de l'espace aérien syrien. Soi-disant, Israël a prétendu qu'il bombardait les armes du Hezbollah, ce qui est totalement faux, car ces missiles, qui sont des missiles Spicy 2000 et des missiles Popeye, sont de construction israélienne par la fameuse société Rafael, donc c'est signé par Israël, et ils n'ont atteint que le ravitaillement de la population civile en Syrie. C'est une manière d'intervenir dans l'équilibre interne, car contrairement à ce qu'on pense, la guerre actuelle en Syrie, c'est une guerre qui a été provoquée par des manipulations politico-médiatiques. Car contrairement à ce qu'on pense, il ne s'agit pas de certaines manifestations de gens pacifiques qui sont attaqués par les forces de l'ordre. Alors pour cela, vous vous souvenez, quand il y a eu les manifestations ici en France, en ce qui concerne la loi mariage pour tous, il y avait des manifestants pacifiques. Est-ce que vous imaginez que ces manifestants pacifiques ont des armes, peuvent avoir des armes chimiques, comme ces manifestants pacifiques en Syrie? Est-ce que des manifestants pacifiques peuvent lutter contre des chars
Est-ce que des manifestants pacifiques peuvent avoir des armes lourdes pour s'attaquer à une armée régulière qui fait même peur à l'État d'Israël? Eh bien non. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre exemple, c'est celui du Qatar. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui même, notre ministère des Affaires étrangères émet des doutes quant au financement des islamistes par le Qatar. On le sait très bien aujourd'hui, c'est que c'est le Qatar qui finance des mouvements salafistes wahhabites avec l'Arabie saoudite. Et cet argent profite à ces organismes internationaux, des islamistes, et qui donnent des armes à des mouvements qui provoquent des actes de terrorisme. Et là, je pense également à ce qui se passe au Mali, qui a entraîné une intervention française dans ce pays. Pourquoi n'y a-t-il pas des sanctions à l'égard de ces actes qui sont manifestement illicites au niveau international, des sanctions à l'encontre d'Israël? Pourquoi pas des sanctions à l'encontre du Qatar? Eh bien, c'est pour des raisons politiques, car Israël est en très bonne relation avec les États-Unis. Le Qatar est également la vitrine je ne sais pas de qui, soit des États-Unis ou d'Israël, ou peut-être des deux, ou bien d'autres personnes, parce que ça arrange les politiques d'avoir cette situation telle qu'elle. Aujourd'hui, comme l'a souligné M. Boutros-Ghali, et c'est ça qui est intéressant dans votre colloque, et c'est pour ça que je me réjouis de participer à cette manifestation, aujourd'hui, il y a un arbitraire politique qui dirige, soit par l'intermédiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies, soit ailleurs, la société internationale. Et ce qui crée, si vous voulez, ce chaos, et puis ce sentiment malsain au niveau de l'opinion publique internationale, qui est assoiffée de paix, qui est assoiffée également de voir en fait le droit international s'ériger et primer sur l'opportunisme et sur l'arbitraire de la politique politicienne et de ce jeu, je dirais, médiatico-politique. Je vous remercie.